La communauté musulmane célèbre demain dimanche Ashura, 10e jour du mois de Muharram, le premier mois de l'année musulmane. Notre rédaction s'est intéressée au mérite de cette journée. Notre reporter Alpha Maïga a approché un islamologue. Les explications en début du journal. Le concours d'entrée dans la fonction publique de l'État au titre de l'exercice budgétaire 2024 s'est déroulé dans la transparence. Les auteurs des cas de fraude ont été transmis à la justice. Au lendemain de la proclamation des résultats, le ministre en charge de la fonction publique a rencontré les journalistes pour les édifier. Une jeunesse désorientée, l'effritement des valeurs culturelles entre délinquance et violence inexpliquée. La jeunesse malienne tend vers la dérive. Comment remédier à ces phénomènes pour recoudre le lien social et accompagner la jeunesse vers un meilleur avenir? Awa Adama Koulibaly est allé savoir. Ravi de vous retrouver pour ce 20h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je le disais à l'instant, la communauté musulmane célèbre demain Ashura, une date qui correspond au 10e jour du mois de Muharram, le premier mois de l'année musulmane. Ce jour, le musulman se doit d'accomplir de bons actes, notamment jeûner ou prier pour remercier Allah de sa grâce et de sa miséricorde. La rédaction s'est intéressée au mérite de cette journée. Notre reporter Alpha Maïga a rencontré l'imam de Sirakoromegétan. Suivons. Nous sommes en l'an 1447 calendrier musulman. Ce jour Ashura, tout un symbole. Ashura, c'est le mot arabe, c'est-à-dire le 10e jour. Ashra. Ashra, ça c'est 10. Quand on dit Ashura, les 10e, beaucoup de dixièmes, ça devient comme ça. C'est dire que le jour Ashura est très important en islam, et pour cause. Ashura, c'est un jour béni. Ashura, c'est un jour sacré. Ashura, c'est un jour de reconnaissance. La commémoration de ce jour est une commémoration du jour dont Nuh alayhi salam, notre maître Nuh alayhi salam, a été sauvé. Et il descendre sain et sauf avec tout ce qui les accompagne dans l'arche. Il s'agit d'un jour de générosité, un jour de gratitude envers Allah, d'une part, de solidarité avec les plus démunis, d'autre part. Ashura, ça fait partie du mois de sacré. Et la journée, c'est une journée sacrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de jeûner ce jour. Et le jour, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, le meilleur des jeûnes, le meilleur jeûne après le Ramadan est celui du mois de Allah subhanahu wa ta'ala, le mois de Muharram. De fait, jeûner cette journée, ça expie une année de péché. C'est vrai, ce jour permet d'obtenir la rémission des péchés de l'année précédente et symbolise du coup la miséricorde d'Allah. Occasion certes de prier pour soi, prier pour les autorités, bref, prier pour un Mali réconcilié en paix où chacun compte. Qu'Allah préserve le Mali, qu'Allah préserve notre pays, qu'Allah accepte nos jeunes, qu'Allah accepte nos bienfaisances, qu'Allah préserve le Mali. Après la publication des résultats du concours d'entrée à la fonction publique, le ministre en charge de la fonction publique a rencontré ce matin les journalistes pour partager les principaux enseignements. Dr Fassoun Koulibaly a évoqué les dispositions prises contre la fraude, les cas de faux diplômes débusqués, les mesures de transparence et bien d'autres informations nécessaires pour une meilleure lecture des résultats. Notre reporter Alousseni Touré y était pour ORTM 1. 58 075 candidats au concours d'entrée dans la fonction publique pour 773 places à pourvoir. À l'arrivée, 746 places ont été effectivement pourvues. Parmi les admis, nous avons 45% pour les femmes, 332 admises, contre 55% pour les hommes. Et en termes d'effectifs présents, on a 48 938. Les absents sont autour de 9 300 et quelques.
Dans la foulée, des fraudeurs et des détenteurs de faux diplômes sont découverts. Les organisateurs qui n'en sont pas à leur première expérience ont mis suffisamment de garde-fous pour éviter que ces phénomènes prospèrent. À la suite de la vérification des diplômes, nous avons décelé 11 faux diplômes. Comme vous l'avez constaté l'an passé également, nous avons décelé 44 faux diplômes. Cette année, c'est encore moins, mais il y a toujours quand même la pratique des faux diplômes que nous constatons effectivement dans la participation au concours. Ces faux diplômes seront également transmis au niveau du pôle économique et financier à travers le contentieux de l'État. Pour cette édition, le département a innové notamment dans le processus de choix des sujets. En termes de transparence, c'est que nous avions revu l'arrêté de 2024 qui fixe les règlements généraux d'organisation du concours. Et en cela, nous avons innové en termes de choix des sujets, parce que dans le temps, les sujets passaient par plusieurs mains. Nous avons créé une commission restreinte de 3 personnes. Les enseignants qui sont désignés par les écoles, les instituts, les universités viennent déposer directement les sujets entre les mains de cette commission. Et en plus de ça, nous avons renforcé la surveillance, parce que l'un des facteurs de réussite des concours aujourd'hui, c'est la surveillance. Nous avons vraiment durci les conditions de surveillance. Les sacs sont laissés dehors, les gens sont fouillés. Et si vous êtes pris avec le téléphone, on vous donne fraude. Ensuite, il y a eu l'instauration d'une nouvelle méthode de classification des copies. Donc une fois que les épreuves finissent, les copies sont classées et ensuite codifiées. Et les copies sont corrigées avec le code. Les notes sont saisies sur code jusqu'à l'admissibilité. C'est à l'admissibilité qu'on découvre les anonymats pour pouvoir voir la liste des admissibles, pour les besoins de vérification et d'authentification des diplômes, des admissibles. Toutes ces dispositions ont pour but d'assurer l'égalité et l'équité entre les citoyens d'une part et d'autre part de fournir à l'État des ressources humaines de qualité. On en vient donc au grand format de cette édition, la dérive sociale. Le constat est palpable. La jeunesse malienne est désorientée, les valeurs intrinsèques oubliées. La majorité tombe dans la délinquance, dans une violence inexplicable. Comment remédier à ces phénomènes pour recoudre le lien social et accompagner la jeunesse vers un meilleur avenir? Nous avons essayé d'apporter des éléments de réponse à cette préoccupation dans ce reportage signé Awadama Koulibaly, Alkaou Traoré et Suleiman Diabati. Les Maliens sont partagés entre la désolation, l'indignation, l'inquiétude et la peur. Des mots qui résonnent avec force face à l'insouciance et à la déviation comportementale de la jeunesse. Mais quelles en sont les raisons? Comment en sommes-nous arrivés là? Celui qui doit servir d'exemple, si lui ne connaît pas, comment voulez-vous que les enfants connaissent? C'est nous, les parents, qui avons failli. Et depuis longtemps, nous avons laissé les jeunes évoluer par eux-mêmes. Il y a des facteurs sociaux, économiques, il y a un peu les crises, il y a un peu de tout. Si nous pouvons rentrer en détail, il y a le chômage, qui frappe un bon nombre de jeunes. Autrefois, il ne sortait des regroupements de jeunes que la joie, les bons conseils ou encore des discussions constructives sur le développement de la communauté. Mais aujourd'hui, leurs attroupements donnent des sueurs froides aux parents, aux autorités, à la société, car aucun d'eux ne se disperse à l'amiable. Ils dérapent pour un oui ou un non. On constate les actes de violence au Mali, notamment à Bamako ici, entre les jeunes, parfois des violences qui débouchent sur de morts d'hommes. On en a vu il n'y a pas très longtemps, ça s'est fait à Bako du Groni où un jeune artiste a été tué. Si vous remarquez, les jeunes qui s'adonnent à ces violences-là, très souvent, ce sont les jeunes d'un certain statut social, qui ont des sentiments d'exclusion sociale, qui ont le sentiment d'être relégués par la société. Donc la violence devient un moyen d'expression. La violence comme moyen d'exister, de s'affirmer, une tendance terrifiante et grandissante au Mali qui ne s'explique pas que par le manque d'éducation.
ce relâchement social a fait que les gens se sont installés dans le gain facile. Tu vois les gens s'enrichir à coups de milliards, tu te dis ah non, il faut que j'en ai aussi. Chacun a un bâton, on est en train de suivre. Tu arrives à quelqu'un, paf, tu lui donnes un bon coup, tu prends tout ce qu'il a et tu continues. Et tu es content de l'avoir eu. Il faut faire énormément attention aux médias. Les jeunes sont plus en contact avec des images, des informations qui viennent d'un peu partout dans le monde. Étant donné qu'ils sont jeunes, ils ne sont pas assez formés pour faire face à ces genres de violences, parce que ce sont des scènes de violence qu'ils voient. Donc souvent, ils n'arrivent même pas à interpréter. Eux, ils vont essayer de reproduire. La liste des facteurs ne s'arrête pas là. L'agent dévastateur est un poison invisible qui ronge les cerveaux. Un bon pourcentage de jeunes Maliens en sont dépendants. Utiliser des coupes-coupes, utiliser des armes pour se tuer, se fracasser le crâne. J'attribue ça à la consommation des stupéfiants. Il faut le dire, la drogue, l'alcool. Aujourd'hui, on en consomme trop. C'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Il faut faire un tour dans les centres psychiatriques pour voir le nombre de jeunes sous traitement. Une dépravation des mœurs sans dénominatif s'installe peu à peu à travers le pays. Un retour aux sources est aujourd'hui plus que nécessaire. Après un redressement familial, il faut la conjugaison des efforts de l'État et des organisations de la société civile. En ce qui concerne l'État, essayer de contrôler. Surtout de contrôler tout ce qui est réseaux sociaux, les accès, essayer de limiter ça. D'abord qu'on sanctionne durement ce qui s'adonne à des actes de violence incontrôlés. En plus de cela, faire la sensibilisation à travers les médias, à travers les associations juvéniles et ainsi de suite. Aujourd'hui, pour sortir de tout ça, tout comme le ministère de la Jeunesse est en train de le faire, ce n'est pas le ministère de la Jeunesse seulement, tous les départements ministériels, tous les services publics et toutes les organisations de société doivent être orientés pour l'éducation de masse. C'est à nous de faire le point aujourd'hui. Quelles sont nos valeurs sur lesquelles nous voulons mettre de l'accent? On s'entend sur ces valeurs. Et ce sont ces valeurs qui vont être enseignées, diffusées, communiquées à tous les niveaux. Et les gens doivent être suivis là-dessus. La jeunesse, autrefois connue pour sa bravoure, son patriotisme, son don de soi, laisse place à une jeunesse au bord du gouffre qui s'entretue. Où sont donc passées l'empathie, la solidarité, l'entraide, bref, l'amour qui existait entre les jeunes filles et fils du pays? Le pays de Modibo Keïta est encore en voie de développement. La relève est-elle assurée? Dossier signé Awadama Koulibaly. Le président de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ, Moustapha Cissé, entouré des membres du bureau, a eu une séance de travail avec l'ambassadeur de la République bolivarienne de Venezuela au Mali. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du dialogue diplomatique et de l'ouverture de l'EJ aux échanges institutionnels avec les organes électoraux d'autres pays. Commentaire Abdul Karim Kaba. Dans le cadre du dialogue diplomatique et d'ouverture, le président de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ a partagé un cadre d'échange avec l'ambassadeur de la République bolivarienne de Venezuela au Mali. Ces genres de rencontres sont un espace privilégié de partage d'expériences pour l'EJ et les organes électoraux d'autres pays.
À cette occasion, le président de l'EJ, Maître Moustapha Cissé, et l'ambassadeur de la République bolivarienne de Venezuela au Mali ont évoqué les perspectives d'un renforcement de coopération entre l'EJ et le Conseil national des élections de Venezuela. Pour Maître Moustapha Cissé, président de l'EJ, l'autorité indépendante de gestion des élections a participé à l'élection présidentielle de juillet 2024 avec la mission conduite par le vice-président de l'EJ, ainsi que la participation du secrétaire général à la mission générale d'observation des élections législatives et régionales de mai 2025. Pour le diplomate vénézuélien, ces cadres fortifient l'échange d'expertise, de bonnes pratiques électorales et d'observation mutuelle des processus électoraux. Y servir de intermediario. Sí, de construire le chemin pour renforcer la coopération entre notre institution électorale, le Conseil national électoral du Venezuela et l'autorité indépendante de gestion électorale du Mali et de commencer à travailler ensemble à travers un accord de coopération et concrétiser notre coopération. Notons que l'EJ entretient d'excellentes relations avec le Conseil électoral de Venezuela. En témoignent plusieurs missions d'observation électorale dans ce pays. Dans cette dynamique, il convient également de souligner que l'EJ a été invité à observer les élections municipales prévues le 27 juillet prochain. Tenue des travaux du 4e comité de pilotage du projet Doutoloma, femme pilier de la famille. Au menu des travaux, le bilan des activités de 2024, le budget de l'exercice en cours et les perspectives. Le projet en question est financé par le Canada à hauteur de près de 7,5 milliards de francs CFA pour une période de 5 ans. Reportage Sokona Kamisoko. Le projet Doutoloma, femme pilier de la famille, qui tire vers sa fin, est très actif dans ses zones d'intervention, selon les responsables du projet. Après 4 années d'exécution, les parties prenantes se prononcent une fois de plus sur le plan de l'exercice écoulé. C'est à la faveur de la 4e session de son comité de pilotage. Ce projet, faut-il le souligner, s'exécute dans les régions de Koulikoro, Dioïla, Ségou, Sigasso et San. Majoritairement, les objectifs sont atteints. Les partenaires sur le terrain sont satisfaits. Puisque le projet arrive à accompagner le maximum de femmes rurales agricultrices. Ils ont pu constater aussi que le projet a une très bonne collaboration avec les services techniques de l'État. Au-delà de ça, ils ont pu aussi vérifier la qualité des infrastructures réalisées par le projet. Et rien qu'en 2024, le projet a pu renforcer les capacités de plus de 1000 associations régionales et fédérations nationales des femmes rurales. Il s'agit là d'une initiative du gouvernement canadien visant à atténuer tant soit peu les difficultés que vivent les bénéficiaires. L'équité des genres et le renforcement du pouvoir socio-économique des femmes et des filles, de même que la croissance au service de tous, constituent 2 axes principaux de la politique féministe de l'International du Canada et de son programme de développement au Mali. Le projet Doutoloma a un budget total d'environ 17 millions de dollars canadiens, qui est presque 7 milliards de francs CFA, et a pour résultat ultime le renforcement de l'autonomisation socio-économique et du bien-être des agricultrices. Ce projet dont le résultat ultime est le renforcement de l'autonomisation socio-économique et du bien-être des agricultrices s'inscrit parfaitement dans les priorités du gouvernement en matière d'appui au monde rural en général et aux femmes rurales agricultrices en particulier. Le projet Doutoloma, femme pilier de la famille, a été conçu pour améliorer la productivité agricole, mais aussi la résilience des productrices dans ces zones d'intervention. Le projet de lutte contre la corruption et pour la bonne gestion des finances publiques, Prolac GF, a procédé à la présentation d'un manuel sur la gestion des finances publiques et la lutte contre la corruption. Le document a été élaboré par un groupe d'universitaires et praticiens. Il est financé par l'Union européenne, la Fondation Friedrich Ebert Mali, en partenariat avec le Centre d'études et de réflexion au Mali. Ce manuel va aider les étudiants et les élèves fonctionnaires à être des acteurs de lutte contre la corruption et la bonne gestion des finances publiques. Reportage Inaba et Aruna Diara.
Le manuel de 70 pages a été élaboré par un groupe pluridisciplinaire d'universitaires et de praticiens, composé de 5 experts nationaux et de 2 experts, un Sénégalais et un Ivoirien. L'ouvrage est créé dans le cadre de la mise en œuvre du projet de lutte contre la corruption et pour la bonne gestion des finances publiques pour la JFP. Mon message, c'est vraiment d'inviter les jeunes, les étudiants, les chercheurs à chercher à lire ce manuel afin d'améliorer leur compréhension de la gestion des finances publiques, de ses liens avec la corruption et des mécanismes qui existent pour pouvoir réduire et lutter efficacement contre la corruption. Ce manuel, de par sa présentation, est accessible au grand public, société civile, universitaires publics et privés. Il est financé par l'Union européenne avec l'appui de la Fondation Friedrich Ebert Mali, en partenariat avec le Centre d'études et de réflexion au Mali. Il est destiné à la jeunesse, un choix qui n'est pas anodin. Au Mali, la FES s'engage activement sur les questions de justice sociale, de formation politique, de participation citoyenne et de la lutte contre la corruption. Lancé en mars 2023, le projet ProLac GFP a pour objectif de sensibiliser particulièrement les jeunes, les étudiants et les membres de la société civile aux enjeux de la corruption et à l'importance d'une gestion transparente et responsable des finances publiques. La bonne gouvernance, pour moi, est un concept beaucoup plus précis en ce qui concerne les choses qui sont importantes pour construire une société qui résiste à toutes les lacunes et les défauts qu'on trouve. C'est très important de viser les jeunes. Selon les experts, la corruption touche aussi bien le public que le privé. C'est pourquoi le manuel sera distribué gratuitement dans les universités et les bibliothèques pour les besoins de recherche. La 3e édition du programme City Tour de Mali Tourisme est prévue du 16 juillet au 28 septembre 2025 à Bamako et dans 4 autres régions du Mali. L'annonce a été faite hier, c'était au cours d'une conférence de presse animée par les organisateurs de l'édition 2025 qui s'inscrit dans le cadre de l'année de la culture. Reportage Ibrahim Kaoukounati et Abdoulaye Samaki. Le programme City Tour est une initiative de Mali Tourisme. Cette activité vise à promouvoir le tourisme local et à faire découvrir au grand public les sites historiques et culturels des villes du Mali. Les responsables de Mali Tourisme et ses partenaires étaient face à la presse pour dévoiler le projet de cette 3e édition. Cette année, le programme s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'année de la culture et s'étendra à 2 nouvelles régions. Donc, c'est vous dire que cette année, nous aurons 5 localités qui vont accueillir le programme City Tour qui va être organisé pendant les grandes vacances scolaires. En partenariat avec le secteur privé, les agences de voyage, les guides de tourisme, pour essayer de redonner vie à nos territoires, de participer à la revitalisation culturelle de nos territoires. Selon les partenaires de ce programme, City Tour est une activité pédagogique qui mérite d'être soutenue et accompagnée par les acteurs évoluant dans le secteur du tourisme. Nous sommes solidaires de tous ceux qui vont entreprendre pour la résilience, pour tous ceux qui vont entreprendre pour la promotion du tourisme, pour tous ceux qui vont entreprendre pour que le Mali puisse demain rester site touristique phare de l'Afrique de l'Ouest qu'il a toujours été. Au-delà de Bamako City Tour, c'est un brassage culturel, un brassage social qui est demandé à tout le monde. Et nous ne connaissons pas beaucoup nos sites. C'est vraiment un problème. On a des sites, nous avons des places merveilleuses que nous ne connaissons pas. Parce que est-ce qu'on ne s'est pas intéressé, est-ce qu'on n'a pas fait des promotions autour? En tout cas, les interrogations sont là. En cette année de la culture, cette 3e édition connaîtra des innovations majeures, notamment les inscriptions en ligne via l'application, des jeux traditionnels, ainsi que l'élargissement du programme à 5 grandes villes, Sikasso, Mopti, Bamako, Kay et Ségou.
Voyons à présent l'actualité dans nos régions et nous commençons par la cité des 333 100 avec la fin des travaux de l'atelier de formation des superviseurs, facilitateurs techniques et communautaires du projet Malidenko. L'objectif de ce projet est de promouvoir des approches locales où les populations seront désormais des relais auprès des communautés pour leur participation active au processus de planification, à la gestion des ressources d'investissement et à la mise en œuvre des sous-projets. De Tombouctou, le compte-rendu de Idrissa Goulou Sissoko. Le projet Malidenko est une initiative des plus hautes autorités de la transition pour répondre aux besoins essentiels des populations à travers le renforcement des capacités de résilience face aux effets néfastes des changements climatiques et aux besoins de la cohésion nationale face aux défis du moment. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, une soixantaine de superviseurs, de facilitateurs ont été formés 12 jours durant sur l'approche de développement conduit par la communauté, le genre et l'inclusion sociale, la gestion financière, la gestion environnementale, entre autres. Ces modules de formation vont permettre de vous doter de compétences adéquates pour impulser la croissance économique de vos communautés et de vos terroirs. Et là où la croissance économique règne, la paix et la cohésion sociale s'installent obligatoirement. Les 12 journées d'échange vous ont permis de vous outiller pour mener à bien toutes les tâches qui vous seront attribuées dans les prochains mois. Je vous exhorte donc à faire bon usage de ces connaissances et ne pas hésiter à demander aux besoins pour se rassurer d'être sur la bonne voie. Convaincu de votre engagement pour le développement de vos communautés respectives, je vous souhaite plein succès dans l'exercice de vos futures missions. Le représentant des participants a remercié les formateurs et a donné l'assurance que les connaissances acquises seront mises au profit des populations. Les autorités administratives et politiques rassurent de leur disponibilité à accompagner le projet Malidenko pour l'atteinte des objectifs assignés. J'invite l'ensemble de la population de la région de Tombouctou à accompagner et à soutenir la mise en œuvre de ces projets Malidenko. C'est le lieu de saluer et de remercier les autorités de la transition. Il faut noter que le projet Malidenko est piloté par le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Et dans la cité du Méguéton, les niveaux des eaux du fleuve Niger en ce 1er juillet 2025 dépassent celui de 2024 à la même période dans le cadre de la prévention des risques d'accidents qui pourraient survenir dans le fleuve. Le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapouri Sanogo, s'est rendu au centre des secours fluvial de la protection civile au quai d'embarcation de Koulikoro. Il a visité les installations avant de donner des conseils aux acteurs qui y travaillent afin d'observer les mesures de sécurité édictées par les agents de la protection civile. Le compte-rendu de Boubacar Sissoko et Salif Maïka. Les activités économiques qui se déroulent dans le lit du fleuve Niger à Koulikoro occupent plusieurs acteurs, notamment ceux qui exploitent le sable ou le gravier et ceux qui font la pêche. Ils sont en majorité des Maliens, des Burkinabés et des Nigériens. Cette situation a motivé les autorités du Mali à installer un centre de secours fluvial de la protection civile au quai d'embarcation de Koulikoro en 2021. Le gouverneur de la région s'est rendu sur les installations pour s'enquérir des conditions de travail des agents de la protection civile et de leur collaboration avec les exploitants des ressources de l'eau. Quand je suis arrivé, j'ai été impressionné par les missions que ce centre a déjà eu à effectuer. Il m'a été rapporté par les exploitants de sable et d'autres matériaux sur le fleuve que cette équipe travaille très dur et avec un résultat assez considérable. Donc ça, c'est à féliciter. Il m'a été effectivement rapporté que le centre manque de moyens. J'ai pris bonne note à travers le détail régional de la protection civile ici présent. Et compte rendu sera fait au ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Cette année, la météo prévoit des pluies abondantes, ce qui aura comme conséquence la montée des eaux. Pour ce faire, le gouverneur Sanogo invite les uns et les autres à la prudence afin d'éviter une situation déplorable. Aujourd'hui, quand vous prenez les exploitants de sable et de gravier, nous voyons que nous avons nos frères du Burkina et du Niger, alors qui constituent une couche importante de cette activité. Donc, il est très important de leur faire part du souci que j'éprouve à ce qui concerne leur sécurité sur le fleuve. On n'a aucun de mots à reprocher le travail de la protection civile. Et puis encore, le gouverneur aussi nous a entièrement remonté. Si ces gens-là trouvent des matériels, ça va nous sauver tous aussi. Je suis très content, je travaille avec les Maliens, les Nigériens.
Nous sommes fiers de ça aussi. Malgré les moyens dont ils disposent, les agents de la protection civile, singulièrement ceux du centre de secours fluvial, ont réalisé des résultats encourageants dans le cadre du sauvetage sur le Niger à Koulikoro. Un camion chargé de plus de 7 tonnes de produits pharmaceutiques prohibés vient d'être saisi par la direction régionale de l'Office central des stupéfiants de Koulikoro. Les enquêtes sont en cours pour traquer les éventuels auteurs de ces faits. Adama Traoré. A-t-on coutume de dire tous les jours pour les voleurs et un jour pour les propriétaires? C'est fort de cet adage que ce samedi 28 juin 2025 fit un jour d'exploit pour l'équipe d'intervention de l'Office central des stupéfiants de Koulikoro. Cette direction, conduite par le contrôleur général de police Draman Keita, vient de mettre la main sur un camion chargé de produits pharmaceutiques prohibés, c'est-à-dire les dates de péremption ont été falsifiées. À 20h30, le véhicule appelle le départ et nous l'avons intercepté devant le stade Salif Keita d'Idomango de Kati. Donc, interrogé sur place, c'est le chauffeur et son apprenti qui étaient seulement à bord du véhicule. Mais lorsque nous les avons interrogés sommairement sur place, aucun d'entre eux n'a pu nous dire ni la provenance ni la destination du produit. La destination était vague, un quartier de Bamako Est. Celui à qui le produit était destiné n'était pas connu du chauffeur. Donc c'est ainsi que nous les avons interpellés et les conduire en même temps le véhicule et tout son contenu à notre service ici pour les enquêtes. Après l'interpellation des occupants du véhicule, les interrogatoires de ces derniers n'ont pas pu aboutir à l'arrestation des vrais auteurs. Produits pharmaceutiques contrefaits, prohibés, vraiment qui sont excessivement nuisibles à la santé vraiment de la population. Donc, le chauffeur étant la seule personne avec qui on peut avoir des renseignements, n'avait aucun renseignement sur la provenance des produits. Donc, en tout cas, il a cité le nom de son patron, qui se trouverait à Kati, mais qui aurait momentanément disparu. Les produits pharmaceutiques saisis sont composés des cartons d'antihistamiques, d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires et autres. Le décor des produits qui contenaient le camion, nous avons pu comptabiliser 7 tonnes, 453 kg et 42 grammes. Ces produits, la valeur marchande de ces produits avoisine les 20 millions de francs CFA. En réalité, il faut quand même reconnaître que la prouesse relève vraiment de la volonté des hautes autorités de ce pays. Le directeur régional félicite sa hiérarchie pour les moyens mis à sa disposition pour parvenir à réaliser cet exploit. Il invite par ailleurs la population à plus de collaboration. Dans le Kénédou, les droits coutumiers, l'absence de titre à accaparement ou insécurité juridique, les questions foncières constituent une véritable équation à plusieurs inconnus pour les communautés. Pour contribuer à pallier les tensions croissantes autour de la gestion des terres, les autorités administratives, élus locaux, organisations paysannes et acteurs communautaires se concertent à la faveur d'un atelier d'échange multi-acteurs à l'initiative de la CENOP Mali et ses partenaires. Compte rendu Moussokoro Seremi et Suleiman Bamba. À l'heure où les enjeux climatiques, économiques et sociaux rendent la terre encore plus précieuse, il est impératif de repenser des mécanismes et des cadres de concertation dans la dynamique d'anticiper les dissensions entre communautés et exploitants des ressources naturelles et bâtir une gouvernance foncière durable, apaisée et inclusive. C'est dans ce sens que se tient cette rencontre régionale de redynamisation du cadre multi-acteurs initiée par la CENOP Mali, Coordination nationale des organisations paysannes, porteurs du projet d'appui à la sécurisation de la tenue foncière et forestière des communautés par les commissions foncières villageoises. Depuis 2017, notre pays s'est doté d'une loi sur le foncier agricole à travers toute une série de dispositions, notamment les commissions foncières villageoises. Ces organisations sont accompagnées par
différents partenaires. Les acteurs impliqués dans la gestion des questions foncières apprécient donc au cours de cette rencontre de 2 jours les résultats obtenus en 2024 par le projet jugé satisfaisant, s'approprient les bonnes pratiques en vue de co-construire les perspectives pour 2025. L'espace de dialogue se tient à un moment où les acteurs de mise en œuvre obtiennent un nouveau financement pour une seconde phase sur la période 2023-2026 avec 2 années de consolidation des acquis. Depuis plus d'une décennie, le Conseil régional de Sikasso s'est fixé 5 orientations stratégiques pour le développement de la région. La deuxième phase du projet s'inscrit dans la première orientation dont les axes sont la gestion des conflits nés de l'exploitation des ressources naturelles forestières, fauniques et halieutiques, l'implication effective des communautés riveraines dans l'exploitation minière et la préservation de l'environnement minier, conformément au texte. Permettez-moi une fois de plus de réitérer la disponibilité du gouvernorat de Sikasso à poursuivre son appui aux organisateurs afin que le pays se relève des effets de la crise multiforme qu'il a connue, notamment ceux concernant les questions de sécurisation des droits fonciers et forestiers coutumiers, gage de paix et de stabilité sociale. La rencontre de Sikasso s'inscrit dans une dynamique nationale de renforcement des commissions foncières avec pour ambition de créer 300 nouvelles commissions locales, sécuriser plus de 90 000 hectares de terres agricoles, renforcer les droits de 9 000 familles et 30 000 hectares de terres forestières protégées et entretenues dans les régions de Sikasso, Ségou, San et Koulikoro. Dans la cité des Balanzans, plus de 22 millions de francs CFA, c'est le montant d'une centaine de lampadaires solaires offertes par PMU Mali à l'université de Ségou. Ce geste de bienfaisance permettra non seulement d'éclairer la cour et toutes les emprises de l'université, mais aussi permettre aux encadreurs de travailler jusqu'à une certaine heure. Reportage Honoré Tchenou et Moussa Fofana. C'est une action de bienfaisance que PMU Mali vient d'entreprendre à l'endroit de l'université de Ségou. 100 lampes solaires sont offertes permettant d'éclairer toute l'enceinte et les emprises de l'université. Le coût global s'élève à plus de 22 millions de francs CFA. PMU, en s'engageant sur ce terrain, n'est pas en train de chercher à gérer un problème d'éclairage. Mais nous sommes également sur un terrain pour une meilleure sérénité au niveau du corps enseignant, pour une meilleure sérénité au niveau de l'encadrement de l'université et pour également une meilleure sérénité des étudiants qui sont là, y compris le personnel de soutien qui reste encore à des heures tardives après les cours. Ces installations permettront de lutter contre l'insécurité et aussi à l'université de mieux exécuter son programme. Des doubles variations, ou même dirais-je des triples variations pourraient se tenir à l'université de Ségou. À travers lequel geste, PMU Mali mettra hors du danger la vie de 17 000 étudiants de l'université de Ségou et du personnel enseignant de l'université de Ségou. La direction générale du Paris mutuel urbain du Mali entend contribuer à la réduction des accidents et à la lutte contre l'insécurité. Des intermèdes en slam et musique ont rehaussé l'éclat de cette cérémonie de don de lampadaires solaires par PMU Mali à l'université de Ségou. Lancement à Gao des travaux de réhabilitation de la piste Sosokwira Aljanabadjan. La piste de 3 km est située dans la commune urbaine de Gao. La réhabilitation de cette piste s'inscrit dans le cadre du programme de réhabilitation des routes rurales à Gao, un programme financé par la coopération allemande à travers KfW à plus de 784 millions de francs CFA. Les travaux ont été lancés par le gouverneur de la région de Gao, Ali Idrissa Maïga. Longue de 2,3 km, la route des quartiers Sosokwira et Aljanabandja dans la ville de Gao sera réhabilitée par un regroupement de 5 entreprises locales. Les travaux s'inscrivent dans le cadre du programme de réhabilitation des routes rurales à Gao, mis en œuvre par WHH et l'ONG Tassaga.
La réhabilitation de cette rue, attendue depuis longtemps, représente bien plus qu'un simple axe de communication. Elle est le symbole d'un avenir meilleur, synonyme d'opportunités économiques, de progrès social et de désenclavement de nos quartiers. Depuis le démarrage du programme en 2017, 76 km de pistes ont été réalisées, 18 km de pistes sont en cours de réalisation et 106 infrastructures de base ont été réalisées également. Au niveau de l'ONG TASAC en tant que partenaire d'exécution, nous sommes chargés de tout ce qui est activité d'intermédiation sociale avec la communauté, tout ce qui est sensibilisation, mise en œuvre et puis tout ce qui est suivi de la bonne mise en œuvre des activités au niveau terrain. Pour un délai d'exécution de 7 mois, les travaux de la piste Sosokoira-Aljana-Bandia sont financés à plus de 784 millions de francs CFA par la coopération allemande à travers KfW. Mes mots de remerciement vont à l'endroit de la coopération allemande qui a bien voulu, à travers la KfW, nous gratifier de cette route. Et mes remerciements vont aussi à WHH et l'ONG partenaire qui est TASAC. Je lance un appel à la Chambre de commerce et d'industrie de Gao, à l'ensemble des entrepreneurs, surtout qui ont en charge ces travaux, de prouver que Gao a des entreprises qui peuvent exécuter les travaux à l'intérieur de Gao. Je demande le soutien, l'accompagnement et surtout la tolérance de tous les riverains pour qu'un jour on puisse voir la réception de cette route. Les explications sur l'exécution des travaux et le premier coup d'autopelle donné par le gouverneur de la région de Gao, le général de division Moussa Moriba Traoré, ont marqué la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation de la piste Sosokoira-Aljana-Bandia. Les forces vives de Kati, en collaboration avec l'ambassade du Tchad au Mali, ont procédé ce matin à une opération de don de sang destinée aux forces armées maliennes. Une initiative qui témoigne de l'engagement et du soutien des organisateurs à l'endroit des forces de défense et de sécurité maliennes. Le commentaire de Boukari Koulibaly. L'ex-conseil du cercle de Kati, transformé en centre de transfusion sanguine le temps d'une matinée. Les forces vives de la ville garnison et l'ambassade du Tchad au Mali se sont mobilisées pour une opération de don de sang. Des poches de précieux liquides destinées aux forces de défense et de sécurité maliennes. Les militaires sont nos frères. Les militaires sont nos époux, sont nos parents. Donc, quitte à nous maintenant de les accompagner à travers des initiatives, notamment le don de sang, notamment les dénonciations et également d'éviter d'être enrôlés, bien sûr, avec les groupes terroristes. Notre présence à cette activité se veut justement une réponse prompte et volontaire à l'appel du bon sens et de la sensibilité humaine profondément ressentie. C'est aussi l'accomplissement d'une des obligations citoyennes les plus impératives. Si le sacrifice ultime résonne avec tout le mérite comme le dernier niveau de l'échelle d'action louable, le don de sang est en partie intégrante. Fascinés par l'engagement constant des forces vives de Kati à l'endroit de l'armée malienne, les autorités locales saluent et encouragent cette initiative. Il y a de cela 2 ou 3 jours seulement, nous étions au niveau de la région militaire de Kati pour aller remettre une somme un peu considérable collatée par les forces vives de Kati à l'endroit des forces de défense et de sécurité. Et ce matin encore, nous sommes là, à l'ex-conseil de CERF, pour une cérémonie de don de sang. Cela témoigne de l'engagement constant des forces de Kati pour accompagner les autorités de la transition. Derrière cette opération de collecte de sang se cache un message. Donner son sang, c'est sauver des vies.
Poursuite ces jours au Niger des travaux en séance plénière de la première session du Conseil consultatif de la refondation au titre de l'année 2025. C'était sous la présidence de Dr Mahmoudou Harouna Djingare, président du CCR. Compte rendu Amsatou Mahamadou et Abdoulaye Ali. Après examen et adoption du compte-rendu sommaire de la séance plénière précédente, les conseillers de la refondation ont eu droit ce jour à une présentation du Comité national pour l'opérationnalisation de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Les 3 États ont accepté de déléguer 3 domaines. Le premier aspect qui est, disons, l'axe, le pilier originel, qui est celui de la défense et de la sécurité. À cela a été ajouté le volet diplomatie qui fera l'objet aussi d'un développement et l'aspect développement. Plusieurs panels ont été animés par les membres du Comité national pour l'opérationnalisation de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Cette transition a révélé la nécessité impérieuse pour nos 3 nations de reprendre le contrôle de leur destin sécuritaire. L'objectif de souveraineté pleine et entière de la Confédération des États du Sahel s'inscrit dans une démarche de responsabilité des États envers les concitoyens. Les autorités de nos pays ont décidé de créer la force unifiée de l'AES. Donc, l'option stratégique qui est adoptée au niveau de la force unifiée de l'AES, c'est de mutualiser nos efforts. Certes, nos pays sont riches de leurs richesses naturelles, mais pour faire la guerre, nous avons besoin des ressources financières. Il y a un état des lieux sur les initiatives de la coopération et la coordination qui existe entre les pays de l'AES. Et au niveau du Niger, en tout cas, ça a commencé par la réunion de ce que nous appelons la communauté de renseignement. Ils se sont réunis pour, dès le début, voir quels sont les enjeux en matière de la coopération et la coordination sur le plan sécuritaire. En ce qui concerne le pilier diplomatie, les pays de l'AES ont réaffirmé leur ouverture pour une coopération équilibrée. Le pilier diplomatie. Pour l'opérationnalisation de ce pilier, les 3 pays de l'AES se sont focalisés sur 5 points essentiels. S'agissant du pilier développement, le conférencier a rappelé l'organisation de plusieurs rencontres, notamment les réunions des experts pour aboutir à une intégration économique parfaite des pays de l'espace AES. Un des défis après les sanctions, c'est comment assurer l'approvisionnement régulier, notamment en produits alimentaires, en produits, en ce qui concerne des sources d'énergie, en carburant à l'intérieur de l'AES. Et l'idée a été née qu'il fallait réfléchir sur la mutualisation de l'approvisionnement. Questions et réponses ont également marqué cette plénière pour mieux édifier tous les membres du Conseil consultatif de la refondation. Fin de formation initiale des officiers sapeurs-pompiers au Burkina Faso. 27 au total, ils sont de 12 nationalités africaines, parmi lesquelles 3 burkinabés. Après 5 mois passés à l'Institut supérieur d'études de protection civile, ils ont acquis des connaissances théoriques et pratiques en matière de protection civile. Aujourd'hui, ils sont déclarés aptes au grade d'officier sapeur-pompier par le ministre d'État en charge de la mobilité. Reportage Nongoba Koud et Moumouni Wanga. Malgré la rigueur du stage jalonné d'épreuves, ils ont appris, ils ont transpiré et parfois même douté, mais ils ont tenu. Aujourd'hui, cette abnégation les conduit à la consécration, celle du grade d'officier sapeur-pompier. Ils sont désormais nantis de connaissances acquises 5 mois durant à l'Institut supérieur d'études de protection civile, des connaissances théoriques et pratiques qui leur confèrent l'aptitude de commander l'engagement des secours. Les connaissances acquises au cours de cette formation ne se limitent pas à des savoirs techniques. Elles nous permettront surtout de développer une réelle capacité d'anticipation fondement de l'action de tout chef de garde d'incendie.
Vous portez sur vos épaules la responsabilité de protéger, de secourir et aussi d'encadrer les futures générations de sapeurs-pompiers. Votre engagement, votre bravoure et votre sens du devoir seront vos plus grandes armes. Sous les regards de la hiérarchie, des frères d'armes et des parents et amis, ils reçoivent leur parchemin. Ce cérémonial militaire marque la fin du stage de formation initiale de la 13e promotion d'officiers sapeurs-pompiers. En son sein, 27 officiers de 12 nationalités africaines, dont 3 burkinabés. Une dimension africaine de l'ISEPS qui est ici saluée. Ça constitue une fierté pour le Burkina Faso qui attire beaucoup d'étrangers, beaucoup de peuples africains. Ça montre aussi notre positionnement géostratégique actuellement. Nous sommes des panafricanistes et nous attirons des pays africains. Il y a lieu d'exprimer notre fierté pour cela. Ces officiers, qu'ils soient burkinabés, qu'ils soient étrangers, il faut qu'ils soient des gens qui sont solidaires. Créé en 1993, l'Institut supérieur d'études de protection civile a à son actif plus de 3000 personnels des sapeurs-pompiers formés. Des compétences dispensées au profit du Burkina Faso, mais au-delà, le continent africain. Le Forum des anciens élèves, promotion 1969-1979 du lycée technique de Bamako tient sa première assemblée générale ordinaire. Le bilan des activités réalisées en 2024 et les rapports financiers pour le premier semestre de l'année 2025 sont les principaux sujets à l'ordre du jour de la rencontre. Les membres du forum vont également échanger sur les perspectives permettant à l'association d'atteindre son objectif qui est de resserrer les liens entre tous ceux qui sont passés par cette école du prestige. Batraouri. Le Forum des anciens élèves des promotions 1969-1979 du lycée technique de Bamako a été créé en 2024 pour maintenir le contact entre les différents pensionnaires de l'établissement. Après une année d'activité, le Forum tient sa première assemblée générale ordinaire, occasion pour les responsables de se pencher sur le bilan des activités menées. Nous avons d'abord établi des devis. Nous avons commis des architectes et des ingénieurs parmi nous pour faire l'état des lieux de dégradation du lycée. Et nous avons commencé et nous avons ensuite créé une coordination des associations d'élèves, d'anciens élèves du lycée technique. Parce que nous en avons trouvé beaucoup sur place. Donc nous avons mis nos efforts ensemble. Nous avons démarché des institutions et des personnes physiques et pendant l'année écoulée, nous avons pu non seulement assainir le lycée en désherbant pendant l'hivernage dernier, en achetant du matériel d'assainissement pour les mettre à la disposition de l'école. Et ensuite, on est passé aux travaux. On a réparé tout ce qui était mauvais dans les réseaux électriques et de plomberie. Nous avons changé des carreaux dans les toilettes et surtout, nous avons repris la peinture complète du lycée technique et de ses annexes. Et sans oublier le pavage d'une partie de la cour. Ensuite, tout dernièrement, dans le cadre de l'émulation des élèves, nous avons installé un tableau électronique. La rencontre est également l'occasion pour les membres du forum de plancher sur le rapport financier à mi-parcours de l'année 2025 et de faire des projections pour l'avenir. À l'ouverture des travaux, une minute de silence a été observée en hommage aux camarades qui ont été arrachés à notre affection. Le sport week-end de ce samedi, c'est avec vous, Abdul Karim Kaba. Bonsoir. Bonsoir, Brakissa Batre, bonsoir tout le monde.
Taekwondo, le championnat d'Afrique de club a démarré ce week-end ici à Bamako. Les cadets, les juniors et les seniors sont les catégories concernées. Notre pays organise en collaboration avec l'Union africaine de Taekwondo deux compétitions internationales de la discipline, à savoir Open Série de la zone 2 et 3 et le championnat des clubs champions. Plusieurs athlètes internationaux, dont ceux de la Fédération de Russie, participent à ce rendez-vous majeur qui est un véritable honneur pour notre pays. Pour la cérémonie d'ouverture, écoutons un extrait du président de la Fédération malienne de Taekwondo. Il est au micro de notre reporter Ardi Matina. Placé sous le haut patronage de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, et avec le soutien précieux de notre parrain, le général de corps d'armée Ismaël Ouagé, et de notre marraine, le général de brigade Nema Sagara, ces compétitions incarnent les plus nobles valeurs du taekwondo, à savoir la discipline, le respect, le dépassement de soi et la fraternité. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas uniquement le sport, mais aussi l'unité des peuples, la coopération continentale et l'espoir que nous plaçons dans notre jeunesse africaine. Ces compétitions rassemblent ici à Bamako des délégations venues de l'AES, de toute l'Afrique, de la Fédération de Russie et d'ailleurs dans un esprit de recherche de la performance, de solidarité et de paix. Chers athlètes, laissez parler votre talent, votre rigueur et votre esprit sportif. Vous immortalisez cette belle image, moins de 74 kilos. On va mettre l'argent du Mali. Et d'or pour Ouattara. Parlons à présent volleyball. C'est parti depuis ce matin pour le tournoi Open Beach Volley Numuri Keita. Oui, pour cette compétition tournoi Open Beach Volley Numuri Keita, plus de 20 paires hommes et dames se sont inscrits. Les éliminatoires ont lieu aujourd'hui sur le terrain Wildaf à Faladje. Ce tournoi de beach volley Numuri Keita est parrainé par l'ancien président de la Fédération malienne de volleyball, Amadou Bengali, a pour but donc de développer cette épreuve de volleyball. Durant 2 jours, les équipes en hommes et dames s'affronteront dans la sportivité et le fair play au grand bonheur du volleyball malien. Donc le tournoi prend fin ce dimanche sur le terrain Wildaf à Faladje. Épuisement à présent, la 28e journée de la saison 2024-2025 boucle l'exercice de cette année au niveau de la Ligue du district de Bamako. Oui, cette 28e journée est dotée du trophée du Grand Prix du gouverneur du district de Bamako. Environ 50 chevaux dans 3 catégories seront au départ de ce Grand Prix. Le Grand Prix du gouverneur du district de Bamako est l'une des activités phares de la Ligue des hippismes et des sports équestres du district de Bamako. Généralement, ce Grand Prix boucle la saison au niveau de la Ligue pilote. C'est au niveau organisationnel. Quant au niveau organisationnel, donc, tout est fin prêt pour cette ultime course de la saison. Tous donc ce samedi au champ épique de Bamako pour la 28e journée de la saison de la Ligue des districts de Bamako qui est dotée du Grand Prix du gouverneur du district de Bamako. Ce sera donc au champ épique de Bamako. Merci Abdul Karim Kaba pour toutes ces informations. Merci bien Brakissa Ouattara. À retrouver dans vos librairies le livre intitulé La gestion des conflits en milieu professionnel, un ouvrage de Ousmane Yayandaou. L'auteur explore les tensions en milieu professionnel liées aux interprétations des textes juridiques entre employeurs et employés en Afrique. 2 types de conflits sont relatés dans cet ouvrage, notamment conflit du travail, droit, et conflit du travail, relations. Et le second livre de Ousmane Yayandaou est intitulé Le parcours d'un responsable des ressources humaines, une œuvre à la fois littéraire et scientifique qui retrace les faits et son autobiographie des principes de gestion des ressources humaines. Il partage ses expériences, sa formation professionnelle, les défis qu'il a relevés dans divers domaines d'activité.
Et ainsi prend fin cette édition que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, s'il plaît à Dieu. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher.